Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les sciences industrielles. On va continuer de parler de l'électronique de puissance et dans cette vidéo, je vais traiter le cas très classique du hacheur 4 cadrans associé à une machine à courant continu. Alors, on retrouve ici le schéma de montage très classique de ce montage, de hacheur 4 cadrans associé à la machine à courant continu. Donc, dans un premier temps, on va essayer de déterminer euh, l'allure de la tension U aux bornes de la machine à courant continu, et puis essayer de regarder un petit peu sur la valeur moyenne, ce qui se passe au niveau de cette tension. Donc, dans un premier temps, on a besoin de la loi de commande. Donc, on va commander T1 et T4 fermés sur l'intervalle 0 alpha T. Voilà, inclus. Alors après, voilà, rigoureusement en maths, il faudrait faire des bonnes inclusions, mais ici on n'a pas ce problème, hein. On ne se pose pas ces questions-là. Donc ici T2 et T3 fermés sur alpha T, T. Voilà, donc là je ne me pose pas de question d'inclusion. Pour rappel, hein, alpha, donc c'est bien le rapport cyclique et il est compris entre 0 et 1. Sur le premier intervalle, donc de 0 à alpha t, si on fait une loi d'émail, alors je cherche à déterminer la tension U, donc il me faut une loi d'émail qui passe par la tension U. Les interrupteurs T1 et T4 sont fermés, donc ce qui veut dire que la tension borne de D1 ou de T1 est nulle, idem pour T4 et D1 et D4, pardon. Et donc je vais faire une loi d'émail qui passe par U et qui va passer par ces éléments-là. En tout cas cette branche-là et cette branche-là, puisque la tension aux bandes de ces branches-là est nulle. Donc ça sera plutôt sympa dans la loi d'émail. Et donc, bon, bah voilà, pour reboucler, il faut que je passe par U0. Et donc si on applique correctement la loi d'émail, on va se retrouver avec U égale à U0. Et de alpha t à grand T, on va se retrouver avec U égale à moins U0. Donc au niveau de la forme d'onde, on va se retrouver avec quelque chose de très classique. Donc la commande bipolaire, alors ici je vais choisir un alpha qui est plus grand que 1,5, mais voilà, c'est complètement arbitraire. C'est pour avoir un tracé avec une valeur moyenne qui sera plus grande que 0, mais on est bien d'accord que pour alpha inférieur à 1,5, on va se retrouver avec donc une valeur moyenne qui sera inférieure à 0. Donc ici je détaille pas le calcul, hein, mais voilà, on se retrouve avec une valeur moyenne de U qu'on peut écrire aussi U moyen aux bornes donc de la machine à courant continu. Alors vous pouvez, il y a deux possibilités, hein. Soit vous utilisez la méthode des airs, soit vous utilisez la méthode intégrale. Voilà, mais vous allez trouver, dans tous les cas, vous allez trouver U0, facteur de 2 alpha moins 1. Et donc, je ne refais pas l'explication, hein, mais voilà, on peut tester un peu cette expression, tester différentes valeurs de alpha, etc. pour s'assurer que c'est correctement fait. Mais on l'a déjà fait dans la vidéo précédente. Alors, autre question classique, c'est d'essayer de calculer aussi cette valeur moyenne, mais vis-à-vis des composants internes de la machine à courant continu. Donc, si je vous rappelle succinctement le modèle équivalent de l'induit de la machine à courant continu, donc on va se retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça. Donc, le courant I qui traverse la machine à courant continu, la tension U aux bornes de l'ensemble des trois éléments, R, L et E. Et donc on peut écrire aussi que U, eh bien, c'est égal à RI plus L DI sur DT plus E. Alors, donc si on essaye de faire encore ce même calcul de valeur moyenne à partir de la MCC, alors en général, quand il y a ce genre de questionnement, on dit qu'on est en régime permanent. Alors, ça veut dire quoi le régime permanent? Donc ça veut dire que la vitesse de la machine à courant continu est constant et que donc E est égal à une valeur constante grand E. Le courant, lui, n'est pas constant. En fait, ce qui se passe, c'est que en régime permanent, on va quand même avoir donc, des variations de tension dans la machine à courant continu. Donc il va y avoir des variations de courant à l'intérieur de celui-ci, hein. On a déjà vu dans d'autres exemples un peu ce qui se passait avec ce genre de circuit. Je vous rappelle quand même qu'il y a des variations de vitesse et donc des variations de FEM, mais ils sont voilà, très, très, très aplatis, très filtrés par la constante de temps électromécanique. Voilà, donc on peut considérer en régime permanent que la vitesse est constante.
Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne que la valeur moyenne va être égale à la valeur moyenne de RI plus LDI sur DT plus grand E. Alors la valeur moyenne, hein, ce qui se cache derrière, c'est un calcul intégral. Donc à partir de là, on peut utiliser la linéarité de l'opérateur et puis écrire que ça va être R valeur moyenne de I plus donc L valeur moyenne de DI sur DT plus grand E. Alors ici, donc là, traiter le R valeur moyenne de I, en général, ça va être donné dans le sujet. On va vous dire qu'on va essayer de négliger la chute de tension dans la résistance d'induit. Pourquoi? Alors en fait, voilà, hein, ce qui se passe, c'est que normalement, si vous avez une machine à courant continu qui est bien faite, eh bien, la contribution de RI dans la loi des mailles ici est normalement faible, puisque si c'est ce terme-là qui est prédominant dans la loi des mailles, ça veut dire que vous avez probablement beaucoup de pertes joules par rapport à une puissance électromécanique qui va être faible. Donc non, on a plutôt tendance à, quand on a une machine qui est bien faite, on a une chute de tension en bande de R qui est très faible vis-à-vis de E. Donc en général, ce terme, voilà, il est alors pas négligeable dans l'absolu, mais voilà, ici pour essayer de simplifier un petit peu les choses, et on n'est pas dans une hypothèse très forte non plus, on va considérer ce terme-là négligeable à ce moment-là. Reste à traiter le cas de la valeur moyenne de DI sur DT. Donc valeur moyenne de DI sur DT, alors on y va, on sort le matériel, parce que là, comme ça, vu comme ça, moi je n'y arrive pas. Donc je vais écrire intégrale de 0 à t fois 1 sur t de DI dt. Alors attention ici, hein, il pourrait être tentant de simplifier les dt. Alors dans l'absolu, c'est pas complètement c'est pas complètement faux, on peut le faire, mais attention, en fait, vis-à-vis des mathématiques, ça s'appelle un changement de variable, puisque la variable d'intégration ne sera plus t, mais sera i, et dans ce cas-là, il va falloir changer les bornes d'intégration. Bon, moi je préfère ne pas faire ça, parce que finalement, directement comme ça, c'est bien plus simple. Ici, j'ai la dérivée de i, et donc, quand je veux faire mon calcul intégral, il faut que je cherche la primitive de la dérivée de i. Eh bien, la primitive de la dérivée de i, si je ne me trompe pas, eh bien, c'est i lui-même. Donc voilà, donc pris entre, donc on se retrouve avec la primitive de di sur dt, donc i de t pris entre 0 et grand t. Et donc ça va faire 1 sur t facteur de i de grand t moins i de 0. On est en régime permanent. Et en régime permanent, eh bien, u, i sont périodiques. Alors je devrais même préciser t périodique. C'est-à-dire que la période de U et de I, c'est grand T. Et alors, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que si je prends à t égale 0 et que je prends la valeur de I à 0 plus grand T, c'est-à-dire une période plus tard, normalement je retombe sur la même valeur puisque le signal est T périodique. Donc ça veut dire que ça fait 0. Donc voilà, ici c'est la démonstration qui est très simple de valeur moyenne de la dérivée d'un signal périodique est nulle. Donc le bilan de ça, c'est de dire que la valeur moyenne de U, c'est donc égal à grand E, et que c'est aussi égal à U0 facteur de 2 alpha moins 1. Alors deuxième grande étape classique à ce moment-là dans les sujets, ça va être de déterminer la forme d'onde du courant à l'intérieur de la machine à courant continu. Alors là, il va falloir considérer deux cas. Donc il va y avoir, donc on cherche I de t, hein, voilà. Donc on va commencer de 0 à alpha t. Alors je ne ferai pas en fait le calcul pour alpha t à grand t puisque ça sera complètement identique. Et puis après, comme il y a la périodicité, etc., il y a plein de choses qui vont être évidentes. Mais voilà, si on se concentre un petit peu sur ce premier intervalle, ça sera déjà pas mal. Donc ici de 0 à alpha t, si j'écris un petit peu les expressions que l'on a, donc on a dans la MCC, hein, le RI plus LDI sur DT plus grand E, bah ici U, on sait que c'est U0. Donc en fait, on se retrouve avec cette équation-là.
Donc c'est une équation différentielle du premier ordre, et donc il va y avoir plusieurs possibilités de résoudre cette équation différentielle. Dans le premier cas, ça serait de dire, bon bah voilà, le terme RI est négligeable, c'est la même hypothèse que tout à l'heure. Donc ça rend l'équation différentielle tout de suite beaucoup plus simple, puisqu'on obtient U0, la LDI sur dt égale U0 moins E. Donc ça, c'est la première façon de simplifier un peu cette équation différentielle pour la résoudre, mais c'est pas celle qu'on retrouve, je vais dire, classiquement dans les sujets. Ce qu'on retrouve classiquement dans les sujets, c'est de dire, c'est que le sujet va préciser, ou alors c'est à vous de le faire par initiative, mais c'est un peu plus dur de le faire par sa propre initiative, mais c'est de dire que la constante de temps électrique, qui est L sur R, va être très grande devant la période de découpage. Tout de suite, vu comme ça, on ne fait pas le lien entre cette équation différentielle-là et cette hypothèse, enfin cette constatation du sujet. Donc on ne fait pas tout de suite le lien. Donc ici, si on regarde un petit peu, donc je vais avoir, si je réécris cette équation différentielle, je vais avoir du I sur taux E plus DI sur dt égale à U0 moins E sur L. Et donc là, on se retrouve avec une équation différentielle donc, du premier ordre. Donc si j'essaye de tracer l'allure de la solution de cette équation différentielle, bon voilà, ça va ressembler à ça. Alors on part pas forcément de zéro, hein, d'accord. La condition initiale n'est pas forcément nulle, on le verra. Donc ça serait I. Et alors en fait, ce qui se passe, c'est que ici, alors voilà, si je trace le pointillé là, le pointillé là, ou je regarde 63%, enfin voilà, ici je vais avoir taux E. Sauf que dans l'hypothèse du sujet, c'est dit que le T, donc la période de découpage, est très petite par rapport à la période par rapport à cette constante de temps électrique de l'exponentielle. Et nous, cette équation différentielle et la solution que l'on cherche, elle est valable de 0 à alpha t. Ce qui veut dire qu'en fait, on est en train de regarder ce qui se passe là. Donc on ne se préoccupe pas de tout ça, on s'en fiche un petit peu. On regarde vraiment ce qui se passe au tout début. Et en fait, si on regarde ce qui se passe au tout début, eh bien, on voit un petit bout de droite de rien du tout. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, par ici, la dérivée de i, d'accord ? La dérivée de i, c'est à peu près di sur dt, c'est à peu près égal à delta i sur delta t. Sachant que delta t, ici, ça va être delta i sur delta t, ça va être alpha t. Hein, attention, hein, c'est très approximatif, c'est juste pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre équation différentielle, elle va se retrouver un peu de cette forme-là, égale à U0 moins E sur L. Et donc là, si je regarde bien, donc le delta i, lui, il est de quel ordre ? Alors je sais pas, quelques pourcents, quelques dizaines de pourcents de i. D'accord ? Ça veut dire que là, entre les deux, il y a peut-être un facteur 10. Alors que entre taux E et alpha t, donc on est très supérieur. Hein. En général, on a plutôt un facteur 1000. D'accord ? Alors, à peu près, hein, je parle. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, on a un terme qui va être très petit. Là, on va dire qu'il y a un facteur 10 entre les deux. Là, il y a un terme très petit. Là, il y a un terme très grand. Et donc, en fait, ce terme-là va être très grand par rapport à celui-là. Donc, ça nous permet, encore une fois, voilà, d'éliminer ce terme-là. Et donc, de se retrouver, alors si je reprends l'équation différentielle initiale, hein, celle-ci, eh bien, ça va nous permettre de dire que di sur dt égale à U0 moins E sur L. On retrouve exactement la même équation différentielle qu'avec l'hypothèse où on avait négligé la chute de tension aux bornes de RI. Alors voilà, le raisonnement est un petit peu plus compliqué, mais l'explication de départ n'est pas tout à fait la même. Alors attention, hein, ici j'ai pris, j'ai utilisé des notations, des images pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Hein. Alors ici, si on regarde bien, di sur dt égale à une constante, di sur dt égale à une constante, ça veut bien dire qu'ici, le courant sera une droite, hein, une équation, on obtiendra une équation de droite affine pour i.
Donc ça correspond bien à l'image que j'ai fait ici, de dire qu'on prend que le début de l'exponentielle et que, vu de loin, ça ressemble à un petit bout de droite. Voilà, donc là, je vais, avant d'aborder la troisième façon de résoudre cette équation différentielle et d'obtenir un résultat, eh bien, je vais résoudre là, maintenant, cette équation différentielle. Donc ici, donc je vais intégrer de 0 à petit t la dérivée de i par rapport à dt égale à u0 moins e sur L, le tout aussi intégré de 0 à t dt. Donc la primitive de la dérivée de i, c'est i de t. Donc je vais prendre i de t entre 0 et petit t. Et ici, je vais prendre la primitive pris entre 0 et t aussi. Voilà, donc une constante entre 0 et petit t. On se retrouve alors avec i de t moins i de 0 égale à u0 moins e sur L petit t. Et donc là, le i0, je l'ai dit tout à l'heure, je remonte un tout petit peu, voilà. Il n'y a pas de raison qu'on parte de 0. Hein. La condition initiale n'est pas forcément nulle. Et alors ici, on voit que sur la période, enfin sur l'intervalle de temps 0 alpha t, on a un courant qui monte ici. Donc typiquement, en fait, ce qui va se passer sur le deuxième intervalle, on va redescendre puisqu'on a un courant qui est censé être périodique. Donc on va redescendre à la même valeur de départ que celle de tout à l'heure. Donc en fait, cette valeur de I0, eh bien, je vais la noter I min. Et donc ça va nous donner I de t égale à U0 moins E sur LT plus I min. Donc j'ai bien l'équation d'une droite affine qui a comme ordonnée à l'origine I min et un coefficient directeur ici de U0 moins E sur L. Voilà le résultat un petit peu de cette équation différentielle simplifiée que l'on peut obtenir. Alors, troisième possibilité pour résoudre cette équation différentielle. Et c'est là que on va suer un petit peu plus en maths. Donc ici, je ne vais pas m'occuper d'hypothèses, de simplification pour le moment. C'est-à-dire que je pars du principe que j'ai ce taux E qui est égal à L sur R qui va être très grand devant T. Mais ça, je le garde pour l'instant sous le coude et je vais résoudre brutalement cette équation différentielle sans me préoccuper de ça pour l'instant. Donc égal à U0 moins E. Voilà. Donc ici, on va se retrouver, alors, solution particulière. Donc je vais diviser par R. Voilà, moi je préfère la présenter comme ça, cette équation différentielle. J'ai plus l'habitude avec cette notation. Voilà. Et donc ici, solution particulière, eh bien, ça va être I de t égale à U0 moins E sur R. Et la solution générale associée, eh bien, ça va être grand A, une constante exponentielle, moins t sur taux E, taux E étant le terme qui est devant ici la dérivée. Alors, condition initiale, à t égale 0, j'ai I de t égale I de 0 égale I min. Ça, c'est la condition initiale qui va me permettre de déterminer le terme A. Donc voilà, ça va me donner quoi? Ça va me donner que I min égale à U0 moins E sur R plus A. Et donc j'en déduis que I de t, eh bien, ça va être égal à U0 moins E sur R plus donc A. Alors ça va être quoi? Ça va être I min moins U0 moins E sur R exponentielle moins T sur taux E. Voilà, donc c'est à partir de ce moment-là que je vais commencer à essayer d'utiliser la donnée du sujet qui me dit que taux E est très grand devant grand T. Sachant que ici, petit t, il appartient à l'intervalle 0 alpha t. Donc, ce qui veut dire que le petit t qui est ici est très petit, quel que soit l'instant dans laquelle cette équation cette expression est valable, quel que soit l'instant, petit t ici va être très petit devant taux E. Ce qui veut dire que le terme t sur taux E est très petit devant 0. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un développement limité de l'exponentielle. Alors je vais prendre à l'ordre 1. Donc alors exponentielle moins x, le développement limité de exponentielle moins x
Alors bon, voilà, l'exponentielle x c'est 1 plus x carré, etc. etc. Donc quand c'est moins x, bah, ça va être 1 moins x, plus x carré, moins x cube, etc. En fonction de l'exposant. Donc ici, ça va me donner 1 moins x, plus petit o. Alors, je n'écris pas le petit o. Oui, on n'est pas en mathématiques. Oui, c'est pas très rigoureux, mais voilà. Disons que nous, ça peut nous suffire. Si on sait ce qu'on est en train de faire, voilà, on va pas forcément le noter. C'est pas nécessaire tout le temps. Donc ici, donc je vais me retrouver avec un i de t pardon, qui est égal à u0 moins e sur r plus, alors là je vais développer tout de suite. Je vais commencer par le recopier, ça va permettre à tout le monde de bien suivre. Donc moins u0 sur r, facteur de 1 moins t sur tau. Voilà, je développe et je simplifie. Alors ici, u0 moins e sur r moins u0 moins e sur r fois 1. Donc ces termes-là vont se simplifier, donc il va me rester i min. Moins par moins plus, u0 moins e sur r, facteur de t sur tau e, et moins i min, facteur de t sur tau e. Alors c'est là que j'aurais dû écrire le petit o, parce qu'en fait, voilà, on doit pouvoir ranger un autre terme dans le petit o, mais voilà, on va pas le faire comme ça, on va le faire autrement. Donc ici, ce que je vois, c'est que j'ai un i min, et que j'ai un i min facteur de t sur tau e, et on avait dit que t sur tau e était très petit devant 1. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que i min va être très grand par rapport à i min facteur de t sur tau e. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir négliger ce terme-là. En fait, mathématiquement, ça revient à le mettre dans le petit o. Et donc ici, je me retrouve avec un i de t qui va être égal à u0 moins e sur r t sur tau e plus i min. Et alors, si je remplace le t, le tau e pardon, par r sur l, eh bien je vais retrouver i de t égale à u0 moins e sur l t plus i min. Et voilà, c'est QFD. Je retrouve exactement la même expression que tout à l'heure avec l'équation différentielle simplifiée. Donc u0 moins e sur lt. Pardon, la couleur ça va pas. Mon trait de fraction non plus. J'insiste. Voilà, donc u0 moins e sur lt plus i min. Et donc là, j'en retiens exactement la même expression. Alors forcément, là, l'explication où on simplifie le terme, elle est un petit peu plus tirée par les cheveux. Elle n'est pas très rigoureuse mathématiquement, etc. Enfin, voilà, c'est une approche de physicien, électricien. On n'est pas dans une approche mathématique rigoureuse. Ici non plus, d'ailleurs, parce que le développement limité, voilà, j'ai pas tout écrit rigoureusement mathématiquement, mais ici on est déjà un petit peu plus sur un raisonnement mathématique pur, avec le développement limité. Mais voilà, les deux méthodes permettent d'obtenir le même résultat, ce qui est rassurant dans l'absolu. Alors on va essayer de tracer un petit peu ce courant avant de regarder la suite. Donc ici, si je regarde donc alpha t ici, t ici, donc pour rappel, la tension à l'intérieur de la machine va ressembler à ça. Et donc si j'essaye de tracer le courant, donc ici je vais avoir I min. Voilà, on a dit qu'on avait une droite croissante avec un coefficient directeur donné. On a en théorie un courant périodique, ce qui veut dire que à l'instant t, grand T, normalement le courant revient I min. Alors l'équation différentielle, la forme d'onde qu'il y a sur cette deuxième période, sur cette deuxième portion de période, eh bien voilà, ça va encore être une équation de droite puisque c'est la même équation différentielle du premier ordre. Et les hypothèses de simplification ou d'ordre de grandeur des temps, etc., c'est les mêmes. Donc en fait, on va retrouver une équation de droite, mais cette fois-ci, elle va être décroissante.
sinon ça ne marche pas, et donc on va avoir donc un courant qui va redescendre ici jusqu'à la valeur Imin pour obtenir quelque chose de périodique. Hein, donc c'est pas nécessaire ici de résoudre cette équation. Je trouve pas ça, je trouve pas ça forcément intéressant. Donc ici on va se retrouver mécaniquement avec une valeur max du courant. Donc ça c'est I de t. En noir on a U. Là on a bien T et l'origine ici. Voilà un peu à quoi va ressembler le courant. Alors forcément, hein, la valeur moyenne de ce courant, eh bien, elle va être variable, hein, parce que ça va dépendre de la FEM, ça va dépendre de plein de choses, mais elle pourrait être négative, comme elle pourrait être positive. Voilà, donc ça va dépendre du point de fonctionnement du système. Donc voilà, donc je vous ai dit que le courant moyen va être ici, hein, au milieu, puisque c'est un signal triangulaire. Dernier point très classique de cet exemple-là, de HR 4 cadrans associé à une machine à courant continu, c'est de calculer, de déterminer en fait le delta I qui est ici. Donc c'est l'ondulation du courant. Donc moi je cherche le delta I. Alors ici, pour faire ça, eh bien, je vais réutiliser l'expression qui est juste au-dessus. Alors pourquoi? Parce que delta I, si je regarde bien, eh bien c'est Imax moins Imin. J'ai déjà du Imin dans mon expression qui est juste au-dessus. Et en fait, je peux faire apparaître Imax. Parce qu'à l'instant t égale alpha t, eh bien, le courant vaut Imax. Donc, ce qui veut dire que I, à l'instant alpha t, c'est Imax. Et c'est aussi égal à quoi? Donc, c'est aussi égal à U0 moins E sur L. Alors, pas t, hein, mais alpha t, puisqu'ici, je le prends à l'instant alpha t, plus Imin. Voilà, et donc les plus perspicaces auront fait tout de suite le lien. Donc là, on a, si on regarde bien, je fais passer le Imin de l'autre côté du signe égal, et je me retrouve avec Imax moins Imin, c'est le delta I, qui va être égal à U0 moins E sur L, fois alpha grand T. Alors, on va essayer d'écrire cette expression un peu différemment. Donc on va essayer de remplacer, déjà on va remplacer la période par la fréquence de découpage, et puis on va le remplacer, alors je remonte un petit peu pour vous refaire voir ça, mais avec l'hypothèse de chute de tension négligeable là aux bornes de la résistance, on a un E qui va être égal, à peu près, hein. Hop, voilà, je vais mettre une petite vague ici, ça va par rapport à ça. Donc on a un E qui peut être exprimé aussi en fonction de alpha. Donc ça veut dire quoi ça? Donc si je redescends, voilà. Donc je vais pouvoir écrire le delta I qui va être égal à U0 moins E. Alors U0 facteur de 2 alpha moins 1 sur LF fois alpha. Donc j'ai remplacé T par 1 sur F. F, c'est donc bien ici la fréquence de découpage. Je vais essayer de simplifier un peu tout ça. Donc ici, je vais avoir le terme 2 alpha avec le moins devant. Je factorise par U. Je vais avoir 2U. Parce que là, j'ai un moins et un moins ici. Je vais avoir 2U. Donc je vais avoir 2U0 facteur de 1 moins alpha fois alpha. Le tout sur LF. Et donc là, cette expression, eh bien, voilà, elle est ce qu'elle est. Et on voit que alors U0 c'est une constante, c'est lié à l'alimentation. L c'est constant, c'est lié à l'inductance de la MCC, de l'induit de la MCC. Et F c'est la fréquence de découpage. Alors, éventuellement on peut la modifier, hein, si on modifie un peu la commande de notre système, mais disons que voilà, c'est lié à la commande. Et puis alpha, il est variable et lui, lui on le choisit, mais on le choisit pour le fonctionnement du système. On ne le choisit pas. C'est pas un élément de réglage de notre système, c'est un élément de commande de notre système et c'est pas un élément de réglage. Et donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'en fait ce delta I, cette ondulation de courant ici, eh bien son amplitude, cette valeur, elle va dépendre de alpha. Et moi j'aimerais bien, ce qu'on aime bien faire classiquement, c'est d'essayer de savoir pour quelle valeur de alpha ce delta I est maximum. Donc ici, je veux le delta I max. Avec alpha étant la variable. Donc pour avoir le maximum d'une fonction qui dépend de alpha, je fais quoi? Je fais la dérivée de delta I par rapport à alpha, et je cherche quand est-ce que ça fait 0 pour voir s'il y a un maximum ou un minimum.
Le delta I est forcément positif, puisque c'est la valeur max moins la valeur min. Donc il est forcément positif, hein. Delta I est toujours positif. Et puis, si je prends un alpha égal à 0, eh bien le delta I est nul. Si je prends un alpha égal à 1, 1 moins 0, 1 moins 1 ça fait 0, le delta I va être nul. Donc le delta I est toujours positif, entre 0 et 1. À 0, il est nul. À 1, il est nul. Donc en fait, il peut y avoir plusieurs maximums entre 0 et 1, mais en tout cas, ça ne va pas descendre en dessous de 0. Donc entre 0 et 1, il n'y a que des maximums. Donc je vais calculer ça, la dérivée de delta I par rapport à alpha. Alors je vais bien réécrire le alpha ici, parce que c'est un peu sale. Voilà, alpha. Donc on y va. Donc ça, c'est équivalent à calculer la dérivée de 1 moins alpha, facteur de alpha sur d alpha égale à 0, hein, puisque le terme là est constant, donc on n'est pas obligé de s'en occuper. Et donc ça, si je dérive, bien ça fait 1 moins, je dis moins, j'écris plus, 1 moins 2 alpha égale à 0, ce qui équivaut à alpha égale 1 demi. Donc en fait, il n'y a qu'un seul maximum, c'est pour alpha égale 1 demi. Donc à alpha égale 1 demi, le delta I est maximum. Ça veut dire que le triangle ici va être le plus haut possible. Donc je vais calculer donc, le delta I max associé. Donc delta I max, je remplace alpha par 1 demi et je vais trouver U0 sur 2 LF. Alors à quoi ça sert ce truc-là? Eh bien, ça va servir principalement au réglage de la fréquence de découpage. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ici, le delta I max, c'est la variation de courant maximale qu'il va y avoir dans la machine. Et si on se souvient un petit peu de la machine à courant continu, le couple, c'est K fois I. Donc si le courant ondule, ça veut dire que le couple ondule. Si le couple ondule, si le couple a des variations comme ça sous forme triangulaire, eh bien on va avoir des petits à-coups de couple, on va avoir des bruits. Donc voilà, classiquement, quand on est dans un véhicule électrique, on entend un espèce de sifflement quand on accélère. En fait, hein, c'est le découpage du courant, c'est des vibrations qu'on entend dans la machine. Donc ici, variation de courant égale variation de couple égale vibration mécanique et à coup de couple. Donc usure, bruit, etc. Donc tout ça, voilà, on veut essayer de le limiter. Et donc pour limiter tous ces effets-là, il faut limiter le delta I. Alors comment on peut faire ici pour limiter le delta I? Bien, il y a deux façons de le faire. Soit on augmente l'inductance. Alors augmenter l'inductance, moi je ne peux pas changer l'inductance de ma machine. C'est-à-dire que l'inductance de la machine, elle est à l'intérieur, je ne peux pas la modifier. Par contre, je peux rajouter une inductance supplémentaire dans le circuit. Alors bon, avec les inconvénients que ça, puisque si je rajoute une inductance, je rajoute aussi une résistance. Si je rajoute une résistance, je rajoute des pertes au joule. Donc voilà, on peut rajouter une inductance de lissage, ce qui va permettre de limiter le delta I, de limiter les variations de couple et donc de limiter les vibrations et les bruits. Et donc voilà, donc ça c'est la première solution. La deuxième solution, c'est de changer la fréquence de découpage, d'augmenter la fréquence de découpage. Donc si j'augmente la fréquence de découpage, je vais diminuer le delta I, je vais diminuer les vibrations et les problèmes de couple. Donc voilà, ça c'est un élément c'est un calcul qui permet de dimensionner la fréquence de découpage qu'il faudrait utiliser dans ce hacheur pour avoir un delta I, on va dire, voilà, on voudrait qu'il soit inférieur à 10% de la valeur du courant, je ne sais pas, du courant max, ou je ne sais quoi, mais on peut fixer un critère sur delta I max qui va nous permettre de calculer la fréquence de découpage que l'on doit imposer dans notre hacheur. Alors dernière chose, hein, on peut aussi vous demander de tracer en fonction de alpha le delta I. Donc alpha est compris entre 0 et 1. C'est une fonction carrée, donc en fait c'est une parabole. On a dit que ça passait par 0 ici, et donc on va avoir une parabole comme ça, avec un maximum ici à 1 demi. Et bien voilà, je m'arrête ici. Alors c'est une longue vidéo, hein, mais elle regroupe quand même pas mal de choses, pas mal de petites choses intéressantes. Donc c'est un exercice classique, hein, hacheur 4 cadrans associé à une machine à courant continu. Donc il y a des calculs qui sont relativement simples à faire là, dans cet exercice. Il y en a qui sont un peu plus originaux. Alors bon, le calcul de la valeur moyenne aux bornes de la tension aux bornes d'une inductance qui est nulle,
Voilà, c'est un classique, c'est pas très, très compliqué, mais c'est bien de savoir le faire. Après, forcément, les hypothèses sur les équations différentielles qui permettent de simplifier les équations différentielles ou de simplifier le résultat de la résolution de l'équation différentielle avec le développement limité, là, on a quand même des idées un petit peu plus pointues, et un peu plus difficiles à mettre en place et à comprendre pour essayer donc d'obtenir le résultat. Donc voilà, c'était important pour moi de vous montrer ça. Et puis le dernier point qu'on a vu, hein, c'était l'ondulation du courant. Donc le calcul de l'ondulation du courant à partir de la solution de l'équation différentielle. C'est très simple à faire, mais tant qu'on ne l'a pas fait, tant qu'on ne l'a pas vu, c'est compliqué à mettre en place soi-même. Et puis le à quoi ça sert, eh bien voilà, dimensionner le hacheur et puis en particulier la fréquence de découpage de notre hacheur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. En tout cas, moi je tenais vraiment à vous montrer toute cette petite particularité sur cet exemple très classique. Je vous dis à bientôt pour une dernière vidéo sur l'électronique de puissance où on parlera des onduleurs.